Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, ce vendredi, c'est formellement ouvert en Côte d'Ivoire au palais de justice d'Abidjan la session d'assises pendant laquelle Simone Gbagbo et des personnalités de l'ancien régime seront jugés. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Il s'agit du premier procès civil de la crise post-électorale. Première condamnation à mort pour apostasie en Mauritanie. Un musulman a été inculpé après un écrit considéré comme blasphématoire. Mohamed Cheikh Ould Mohamed, l'accusé, avait plaidé non coupable ce mardi à l'ouverture de son procès. Et puis à Djibouti, les autorités ont engagé des poursuites contre des sociétés pétrolières. Le gouvernement dénonce l'attitude de ces dernières et a entamé de nouvelles procédures pour obtenir par tous les moyens légaux l'intégrale réparation du préjudice subi. En Côte d'Ivoire, la rentrée solennelle des assises a eu lieu ce vendredi 26 décembre. Une rentrée marquée par le début du procès de dignitaires de l'ancien régime accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, avec parmi eux l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Ce procès est le premier grand défi judiciaire de la Côte d'Ivoire post-crise, comme nous l'explique Birama Saounera. En Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo s'ouvre à Abidjan. L'ex-première dame est poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État dans la crise post-électorale de 2010-2011. L'État ivoirien refuse son transfert comme l'ex-président Laurent Gbagbo vers La Haye, où siège la Cour pénale internationale. La justice ivoirienne estime être en mesure de lui organiser un procès équitable sur les terres d'Eburnu. Il n'y a pas une catégorisation du traitement des dossiers juridiques, ni de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son épouse, Simone Gbagbo. Aujourd'hui, le contexte, il a l'opportunité et les moyens dont a besoin donc la justice sont au rendez-vous pour permettre donc le jugement de Mme Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas le cas pour l'ex-président Laurent Gbagbo il y a 3 ans. L'ex-première dame est inculpée avec 82 autres personnalités politiques de l'ancien régime. Depuis le début, les partisans de Mme Gbagbo et ses avocats dénoncent un procès politique. Cependant, pour certains observateurs, le procès de Simone Gbagbo présente toutes les garanties d'un procès équitable. La justice est la même pour tout le monde. Et à ce point de vue, nous disons que Mme Simone Gbagbo aura accès à un procès équitable. Étant entendu que la Commission nationale d'enquête qui a enquêté sur tous les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire a rendu son verdict. Et les partisans des deux partis ont été incriminés. Donc, c'est ce qui a été valable hier, peut-être aujourd'hui. L'ex-président Laurent Gbagbo, quant à lui, est emprisonné depuis plus de 3 ans à La Haye, en attente de son procès pour crime contre l'humanité, qui doit s'ouvrir en juillet 2015. Le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite au scrutin présidentiel de décembre 2010 face à Alassane Ouattara avait ébranlé le pays. Les violences avaient fait plus de 3000 morts. Après la Namibie, le Soudan va pour la première fois de son histoire électorale utiliser le système de vote électronique pour ses prochaines élections prévues en avril 2015. Selon le président de la Commission électorale nationale, 100 millions de dollars sont prévus pour la tenue des élections présidentielles et législatives soudanaises. Un jeune homme condamné à mort pour apostasie en Mauritanie. Après un écrit considéré comme blasphématoire, Mohamed Cheikh Ould Mohamed avait été arrêté le 2 janvier et est détenu depuis lors. Il s'agit de la première condamnation à mort pour cette raison depuis l'indépendance de la Mauritanie. Les précisions d'Aminata Diak. Première condamnation à mort pour apostasie en Mauritanie. Ce mercredi 24 décembre 2014, Mohamed Cheikh Ould Mohamed a été condamné à la peine capitale. Il a été arrêté le 2 janvier dernier après avoir écrit un article sur le prophète Mohamed et le système de caste jugé blasphématoire, un sujet très sensible en Mauritanie où les tensions sociales et raciales restent encore vives. Il est en effet le premier à être jugé pour cet acte-là. Mais je pense aussi qu'il est le premier à avoir commis cet acte. C'est très exceptionnel à double titre parce que c'est la première fois qu'un Mauritanien s'en prend au prophète et à la religion avec cet écart-là. Donc, avant lui, aucun n'a commis l'acte qu'il venait de commettre. Cette condamnation a fait réagir les organisations des droits de l'homme présentes dans le pays. Elles espèrent toutes que la peine ne soit pas appliquée, chose qui n'est pas arrivée depuis 1987. Au vu du texte, il reste une chose que depuis plus de 20 ans, je pense, ou même un peu plus,
Depuis 1987, aucune peine de mort n'a été exécutée. Dans ce pays où la peine de mort continue à être une peine légale, je veux dire une peine prévue par les textes et par le code pénal, ce qui a un peu atténué la portée de la condamnation. Les critiques du jeune Mauritanien avaient provoqué une vague de mécontentement sans précédent. Au lendemain de son arrestation, un prédicateur de Nouadhibou avait même proposé la somme de 4 000 € à quiconque l'assassinerait. Pour les ONG, cette affaire démontre l'absence d'indépendance de la justice en Mauritanie, puisque les pressions des manifestants ont fait basculer le tribunal, affirme-t-elle. Les avoirs du clan Ben Ali restent en Suisse. Les fonds placés en Suisse par le proche... C'est pas bon. Les avoirs du clan Ben Ali restent en Suisse. Les fonds placés par les proches de l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali ne seront pas restitués. Le tribunal fédéral, la plus haute juridiction helvétique, affirme que l'origine frauduleuse du magot n'est pas établie. Les quelques 43 millions d'euros bloqués depuis 2011 devaient pourtant être rendus au nouveau régime. Performance économique en hausse dans l'UEMOA en 2014. Cette zone a réalisé un taux de croissance du PIB de 6,8% en 2014 contre 5,9% l'année précédente. Les ministres des Finances de la zone monétaire ont encouragé les États à poursuivre les efforts d'investissement public dans les infrastructures et les secteurs sociaux essentiels à l'atteinte des objectifs de croissance. Marina Vanier. C'est la ruée vers l'Afrique. De plus en plus d'investisseurs internationaux réalisent des opérations de fusion, mais aussi d'acquisition des parts de marché africains. En Afrique subsaharienne particulièrement, le niveau soutenu des transactions montre qu'ils font désormais fi des crises, misant davantage sur les perspectives de croissance du continent. Environ 7 opérations estimées à près de 8 milliards de dollars ont été annoncées dans la période du 24 novembre au début de décembre 2014. Ces transactions réalisées dans des domaines divers confirment l'attractivité des marchés africains, marchés en pleine croissance. Le continent est en phase de développement. La croissance économique y est très forte parce que les groupes internationaux y trouvent un intérêt et un retour sur investissement qui est pratiquement assuré dans la zone. À l'intérieur de ça, vous avez une économie qui a émergé, qui a ouvert d'autres potentialités, à savoir le Nigeria qui est devenu la première économie africaine, succédant, comment dirais-je, à l'Afrique du Sud. Vous avez les entreprises ont besoin de trouver cet environnement-là qui permet aux grands fonds d'investissement internationaux de pouvoir investir les capitaux disponibles. Si les opérations de fusion et d'acquisition des entreprises ont augmenté sur le continent, la manne financière a quelque peu baissé. Le montant des transactions depuis janvier 2014 est estimé à 34 milliards de dollars, contre 35 milliards sur la même période en 2013. Cette chute n'est pas liée à la stabilité du secteur, selon des observateurs économiques. Dans un premier temps, les capitaux se sont dirigés vers les secteurs les plus intéressants. La logique première, qui était la logique des fusions-acquisitions, s'est transformée au fil du temps en une logique plutôt de franchise, c'est-à-dire les investisseurs internationaux ont mis en place un certain nombre de franchises qui ont obligatoirement baissé le volume des investissements sur l'Afrique. Donc, le phénomène n'est pas très inquiétant pour l'Afrique. Entre janvier et fin novembre 2014, l'Afrique subsaharienne a enregistré 631 opérations de fusion et d'acquisition, soit 10% de plus que l'année dernière. Une hausse est à prévoir pour les années futures sur le continent avec l'amélioration de la stabilité politique. Djibouti porte plainte contre plusieurs entreprises polluantes. Des sociétés pétrolières qui utilisaient le port de Djibouti pour acheminer leurs produits sont accusées de pollution causée par leur conduite souterraine. Les explications d'Aminata Diak. Bras de fer entre le gouvernement djiboutien et des entreprises pétrolières. Les autorités ont engagé une bataille juridique contre les sociétés qui avaient laissé échapper près de 7000 tonnes de pétrole et d'essence il y a 20 ans. La fuite provenait des dépôts de pétrole appartenant à Mobil, Shell et Total. Une zone de 382 000 m² près du port avait été contaminée. Comme vous voyez, l'huile est là, et il est impératif de trouver un moyen de protéger l'environnement. Sinon, ce sera très mauvais en termes de pollution de la mer pour les activités du port. Donc il faut que nous trouvions une façon de réparer tout cela.
Deux des entreprises responsables, Mobile et Shell, ont été achetées par Total et Oil Libya après la fuite. Le gouvernement de Djibouti affirme avoir besoin de quelques 183 millions de dollars pour nettoyer le port, une note que refusent de payer les entreprises. L'Afrique devra hausser le ton contre cette attitude, l'attitude impérialiste. Elle devrait changer de posture vis-à-vis de l'Europe, très désireux d'envoyer nos chefs d'État africains à la Cour pénale internationale. Mais quand ils ont leur propre entreprise qui font ce genre de crimes, ils ne sont pas arrêtés. Donc, cette attitude est inacceptable pour l'Afrique. Le gouvernement a décidé de porter l'affaire devant la Cour internationale d'arbitrage. Selon les écologistes, il est nécessaire que le port de Djibouti soit très vite décontaminé, sinon les effets pourraient être irréversibles à long terme. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.